Un après-midi ensoleillé de printemps, rue Saint-Denis, Montréal. Mes enfants et moi marchons. Nous apercevons un jeune homme étendu par terre en convulsions, le visage dans une flaque de vomi. J'appelle l'ambulance. Je suis la première et la seule personne à lui porter secours, même si la rue est bondée et que les terrasses sont surpeuplées. Certains ont même poussé le mépris jusqu'à lui jeter des pièces de monnaie dans son vomi. En attendant l'ambulance, je regarde les gens autour. J'ai honte de mon humanité. À partir de cette expérience, ma vision du monde a changé. Oui, je suis très bien ici. J'ai trouvé ce petit appartement-là en regardant sur les journaux. Puis, ça semblait pas trop compliqué. Puis, quand je suis arrivée ici, bien, étant donné qu'à mon autre appartement, bien, j'avais passé 3 mois sans payer, tu sais. Puis là, je m'étais rattrapée, c'est-à-dire que je payais 100 par mois, là, 100 par mois, là, puis je n'avais pour un bout de temps de plus que mon loyer. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai eu cet appartement-là, elle n'était pas trop certaine qu'elle voulait me la louer. Elle voulait que mon frère signe que si je ne paye pas le loyer, que mon frère signe pour payer en arrière de moi. Non, Serge, j'ai dit non, je ne m'embarque pas là-dedans. Connaissant ma soeur, des fois, elle veut déménager, toutes sortes de patentes comme ça. Je veux pas m'embarquer d'une affaire de payer son loyer. Puis, j'ai finalement réussi à les convaincre que je dois avoir une bonne jasette. Puis je trouvais ça très bien avec la piscine en bas, là. C'est vraiment formidable. Ça l'aide à oublier le passé, puis oublier les choses qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés. Puis quand j'étais à Montréal, au tout début, c'était encore pire. Quand j'étais dans la vingtaine, la trentaine, j'avais beau avoir un loyer, je le perdais toujours, tu sais. Parce que je m'occupais pas, je me retrouvais pratiquement sans rien. J'allais des accueils de nuit, mais les accueils de nuit, ce qui arrive avec eux autres, c'est que quand on est gelé, alors, puis qu'on rentre pas, mais on perd notre place pour la plupart des endroits. Alors, à ce moment-là, je me retrouvais encore sans gîte, puis là, je consommais. La nuit passée, là, je recommençais le lendemain matin, je consommais encore. Tu sais, je prenais même pas le temps de dormir, là. Puis, j'avais vraiment pas de lieu fixe où aller dormir non plus, parce qu'étant donné que je rentrais pas, il fallait que j'attende comme le chaînon, c'était 1 ou 2, 3 jours, je sais pas, là. Quelqu'un rentrait pas, mettons que je réservais mon lit. J'allais un soir, je réservais mon lit, c'était correct pour le lendemain soir. Mais si le lendemain soir, je rentrais pas, mais là, je pense que c'était de 1 à 3 journées, je sais plus, avant d'être capable de réserver une autre fois, là. Alors, je me retrouvais carrément dans la rue, tu sais, puis mon chèque, il passait tout. Mon chèque passait tout dans la consommation. Des fois, je restais carrément debout, tout simplement. Je dormais pas. J'attendais. Ou quelquefois, j'allais m'asseoir sur un banc où est-ce que ça semblait pas beaucoup de monde. Puis là, je m'endormais là. L'hiver, j'étais plus... ben, je sais plus exactement où je dormais. Moi, franchement, j'ai un peu oublié, mais je devais trouver des places. Un bout de temps, il y avait des places où est-ce qu'on pouvait aller la nuit, là. On avait une espèce de carton, là. On dormait là-dessus, donc c'était mieux que rien. On nous donnait un café, puis c'est ça, parce que c'était dur pour moi, vu que je tenais pas mes places. Genre, je partais, puis là, je tenais pas mes places, mais je voulais plus me reprendre, puis c'est ça, on me retrouvait dans la rue, mais j'avais des infections terribles les bras, parce que la piqûre, on fait pas attention, on s'en pique une, on pitche la seringue n'importe où, on s'en pique une autre, tu sais, à un moment donné, on pogne des infections épouvantables. J'allais souvent à l'Aube-Rivière, parce que j'avais gaspillé mon chèque au complet pour faire de la consommation, comme d'habitude. Et là, j'arrivais à l'Aube-Rivière, le 1er ou 2, puis là, il était sur le bord du découragement, il était fâché. Il disait, tu viens d'avoir ton chèque, qu'est-ce que tu as fait avec, tu sais? Puis à un moment donné, ils m'ont barré roue, ils ont dit, tu peux plus revenir ici, parce que c'est toujours la même chose. Tu prends ton chèque, tu le consommes, puis après, tu viens nous demander de l'aide, ça ne marchera plus. Fait que là, ils m'ont dit que je pouvais plus y retourner, sauf si une travailleuse sociale appelle pour moi, tu sais. Fait que là, il faut passer par les travailleuses sociales pratiquement pour aller dans les refuges, les endroits, c'est ça. Mais je regarde ça, je me dis, dans les conditions dans lesquelles j'étais, là, vraiment, je sentais pas bon, puis 2, 3 jours sans me laver, pleine d'infections, puis... Mais ça n'a pas aucun sens de vivre comme ça, tu sais. Je me dis, je regarde ça, puis je dis, mais comment j'ai fait pour vivre de même, tu sais?
me semble, je méritais pas de me faire ça, tu sais. Je méritais pas de me faire ça moi-même, de m'organiser de même, tu sais. J'aurais au moins pu penser un petit peu, tu sais. Me semble, j'ai l'impression, je pensais dessus, je pensais pas, c'est de ma faute, c'est parce que la drogue avait une emprise sur moi, c'est quoi, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, des fois, on rencontre du monde qui sont pas fins, qui sont dangereux, des fois, on reçoit une claque sur la tête, si tu veux, tu sais, même des fois, là, hein. Ou en d'autres temps, il arrive des gens dangereux qui nous embarquent en voiture, puis surtout dans la consommation de drogue, je sans tout décrire, là, tu sais. Des fois, ils sont vraiment dangereux, là, puis on sait pas à quoi s'attendre, non? Puis tu vois, cette valeur, j'aurais dû être plus ça, mais regarde, dans ce temps-là, quand je restais à Montréal, qu'ici à Sherbrooke, parce qu'ici à Sherbrooke, c'est petit, tu sais, c'est beaucoup moins dangereux, si tu veux. J'aimerais ça avoir quelqu'un, mais je tombe pas en amour comme ça, là. Moi, je suis méfiante, hein? J'ai eu 3 enfants, puis j'ai eu un avortement. Sauf que mes enfants, je voulais pas les rentrer dans mon milieu de vie. Donc, plutôt que les emmener avec moi, dès que je les ai mis au monde, je les ai remis entre les mains de la travailleuse sociale. Tout de suite, tout petit bébé qui sont venus au monde. Ben, j'ai dit, je veux pas les emmener dans mon milieu de vie. J'ai dit, ces pauvres petits bébés-là, c'est des enfants, ils viennent de naître, ils méritent pas ça, tu sais, ils méritent pas de connaître leur maman qui a des problèmes de toxicomanie, puis ainsi de suite, là, tu sais. Ils ont le droit de grandir dans une ambiance qui soit bien convenable pour eux autres, là. J'avais signé pour pas les voir, parce que, je veux, mais qu'eux autres peuvent me retrouver, là. Ça, ils ont le droit de s'informer pour me retrouver, mais moi, je voulais pas les mettre devant une réalité qui c'était pas certain qu'ils voulaient que se retrouvent devant ça, eux autres, là. C'était à eux autres de décider. Oui, j'ai fait de la prison, bien entendu, hein. Puis j'ai même eu des problèmes avec la police. Je me suis pognée d'aplomb, tu sais. Récemment? Ah non, pas quand j'étais dans la consommation. Parce que nous autres, on veut pas comprendre. Les autres essayent de nous faire comprendre. C'est leur rôle, tu sais. Mais plus qu'ils essayent de nous faire comprendre, on dirait que quand on est en consommation, moins on veut comprendre, tu sais. Dans le fond, moi, quand j'arrivais en prison, c'était une chose, c'est que j'arrivais à dormir. Tu sais, un coup rendu là, j'avais plus besoin de consommer parce que là, j'étais faite à l'idée que je resterais là, tu sais, pour un certain temps. Donc, je savais que je pensais pas à la consommation. Mais disons qu'il y en a qui n'aiment pas la prison. Moi, ça veut pas dire que j'étais bien en prison parce que j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de sortir un peu, de faire quelque chose. Tu sais, je suis pas une fille qui était faite pour être encadrée, là. Mais d'un autre côté, ça me permettait de dormir puis de manger régulièrement, de me remettre un petit peu de ma rechute, là. Quand on est dans la rue comme ça, dans la consommation, peut-être parler dans le sens de propreté comme ça avec moi, ça, ils l'ont pas fait, tu sais. Mais regarde dans quelles conditions tu as besoin de te laver, il faut que tu te nettoies. Puis peut-être me trouver une place où est-ce que ça aurait été possible de rentrer, me nettoyer, même si j'étais en consommation, tu sais. Quelque chose comme ça, m'approcher de cette façon-là, peut-être. De dire, regarde, c'est mal propre, t'es pas bien, t'es pas confortable, voudrais-tu prendre une douche, manger quelque chose, tu sais, tu y retourneras après, mais prends moins soin de toi un petit peu, là. T'es décourageante, il n'y a pas personne qui va te regarder, tout le monde va être bête, tout le monde va te regarder de travers, regarde ce que t'as de l'air, dans ce sens-là, peut-être. Ça m'est pas arrivé d'avoir été pris dans ce sens-là. Je me suis mis à trouver des endroits où est-ce qu'ils donnaient des seringues neuves, là. Puis, mais j'ai tout trouvé des endroits de moi-même, par exemple, en faisant des démarches pour des suivis, ainsi de suite. Puis ça, j'ai trouvé de moi-même. J'ai trouvé des endroits où est-ce que je pouvais rester sur le bord du chemin. Des fois, là, au pire, quand on a vraiment plus d'argent, on fait un client, si tu veux, ça arrive toujours, hein? Bon, ça va bien, là, je me suis fait mon chemin moi-même. J'ai commencé à faire mon épicerie. Je fais l'épicerie pour mon mois. J'ai commencé à payer mes loyers. J'ai mon loyer toujours payé, je paye mon hydro. Fait que dans le fond, je me débrouille bien. Ma mère est vivante. Elle est vieille, par exemple, mais elle est vivante, puis on s'entend très, très bien. C'est mon frère Serge, j'ai fait virer mon chèque dans son compte. C'est lui qui... Parce que j'ai dit le premier, je veux que mon loyer se paye, mon 20 piastres d'étiquette se paye, je veux que mon hydro se paye. Tout ça, je veux faire une épicerie pour en avoir de la bouffe pendant le mois. Fait qu'on achète tout ça, puis après ça, la balance, c'est à moi, je fais ce que je veux, tu sais. Fait que ça, je suis sûre que le loyer payé, j'ai une place où rester. Tu vois, c'est toutes des choses dont j'ai pris conscience de moi-même. J'aimerais ça qu'on me dise, mais t'aimerais pas ça avoir un beau fauteuil, puis t'écraser quand t'es fatigué, là, t'installer sur ton beau fauteuil, puis t'écraser, tu sais. Quelqu'un qui m'aurait pris comme ça, là, dans mon besoin, là, ça m'a beaucoup manqué. Bien, le beau soleil, du fait que j'ai le balcon, je peux m'asseoir sur le balcon. Il y a le carrefour du Nant à côté, on va s'asseoir, on jase avec le monde qui va au bar, là, tu sais. Que là, je prévois aller dans un bois,
Moi, comme raison, j'aimerais ça voir un ours, mais est-ce que je vais voir un ours? Non, ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression que je ne verrai jamais, mon Moses d'ours. J'aime lire la Bible. Ça m'encourage, ça me donne du positif. À un moment donné, j'étais comme un petit peu mal pris. Je devais beaucoup, beaucoup d'argent pour la drogue puis tout ça. Puis moi, étant donné que j'étais une personne qui était baptisée, qui était croyante, j'ai pensé à aller me réfugier dans une église. Je me suis sentie bienvenue, j'ai été accueillie. Puis à chaque fois qu'ils faisaient une assemblée chrétienne, je retournais. Puis ça m'a donné comme un instant de répit pour me rassurer, puis tout ça. Puis moi, je lisais pas la Bible avant d'aller là. Parce que moi, je savais pas qu'on lisait dans des Bibles, je comprenais pas ça. Pour moi, c'était le prêtre, là, tu sais. On n'avait pas le droit de faire ça, nous autres, c'était pas normal, là. Essayez donc de prendre soin de vous autres. Attendez pas d'avoir 40 ans, tu sais. Puis aimez-vous, prenez soin de vous autres, respectez-vous, faites des choses que vous aimez, profitez de la vie, tu sais, profitez du beau temps, profitez de tout ce qui passe, là. Des fois, c'était pas mal plus plaisant que de s'en aller, là, faire d'autres choses qui ne soient pas nécessairement positives, là. Oui, je suis une femme avant tout, avant même l'appellation transgenre. Mais l'appellation transgenre, c'est l'appellation scientifique pour ce que je suis. Puis moi, je me considère être une femme parmi l'éventail de sortes de femmes qui existent. Mon vrai nom de garçon, c'est Yannick Jobin, que j'ai encore sur mes papiers, tout ça légaux, mais que je veux pas du tout qu'on m'appelle comme ça, je refuse. Ça va faire 2 ans et 6 mois que je suis Annika Millenia. Ce que la société fait, c'est qu'elle a réussi à mettre une cassette. Ça m'a mené dans la rue. Fait que c'est toute cette cassette-là qui n'était pas naturelle parce que ce qu'on dit dans le sexisme puis dans l'homophobie, c'est qu'on dit c'est correct de faire la différence puis de dire que ces gens-là sont différents, mais dans le fond, on n'est pas différents. On est comme les autres. On fait partie de l'éventail d'êtres vivants. On n'est pas différent des autres. Il y a une ségrégation qui se fait dans la différence. On dit que c'est correct, mais il y en a. En vérité, moi, je me sens comme une femme comme les autres. Normale, entre guillemets. J'ai des différences, mais je ne suis pas différente. J'ai des différences comme toute personne a des différences. Ça s'est fait comme ça. Je n'étais plus capable. Dans le fond, c'est que tu n'es plus capable de vivre dans la société. Tu n'es plus capable de fonctionner. Tu vas virer. Moi, c'est ça, j'allais virer complètement folle. Fait que j'ai vidé mon logement pendant la nuit. J'avais un travail que j'ai lâché du jour au lendemain. J'ai vidé mon logement pendant la nuit. J'ai fait une lettre à mon propriétaire comme de quoi que j'étais plus capable et que j'allais virer. Puis je suis parti avec un pack-sac, ma guitare. Bye-bye. Puis mais avant j'ai habité à quelques endroits, chez quelques personnes, chez mon frère, chez des amis. Puis là, le désespoir était toujours là. Puis là, c'était... Fait que là, je suis parti. Puis si les gens sont généreux dans le désespoir, c'est que je rencontrais beaucoup de gens qui consommaient puis qui me payaient la traite. Fait que j'allais de traite en traite. C'est sûr que de cette façon-là, ben j'avais beaucoup de périodes où j'étais en manque, où je consommais pas. Là, j'étais en désespoir. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui a toujours l'argent puis qui consomme tout le temps. Sans domicile fixe, mais j'avais aussi ma guitare. Fait que je pouvais récolter des dollars comme ça. Pour moi, la rue, ça a été comme... J'étais en train d'étouffer. Le système était en train de m'étouffer. Je pouvais pas être moi dans le système. En plus que je sentais que j'avais pas ma place comme personne, socialement, comment que le système fonctionne, j'adhérais pas du tout. J'adhérais pas. C'était mieux malade dans la rue que malade dans le logement, parce que malade dans le logement, je sais que j'étais sur le point de me mettre fin à mes jours. Tandis que dans la rue, tu reprends, t'es fouetté. Ton âme est plus capable de fonctionner dans le système qu'on a construit. Puis le fait d'aller dehors, tu te rapproches de la nature. Tu te rapproches des gens, tu es fouetté par la température, tu es fouetté par les changements, par la nature, tu es fouetté par les gens que tu rencontres, tu es fouetté par tout. Puis là, tu reprends
tu reprends un peu confiance que tu as ta place dans l'univers. Tu es une étoile, tu es une fleur, tu as le droit d'être là. Moi, c'est là que j'ai repris confiance que j'avais le droit d'être là. Parce que dans le rythme de vie, la job, l'école, le travail, les parties, tout ça, on déconnecte de notre essence, on déconnecte de ce qu'on voudrait aller, puis moi, j'étais perdu. Puis la rue, c'est niaiseux, mais la rue m'a montré qu'il y avait de l'espoir. Fait que je fuyais, je sais pas ce que je fuyais la cassette qu'on m'avait mis dedans. Je fuyais le message qui était là, qui était imprégné dans mon cerveau. Le message était clair, le message était vraiment clair que je pouvais pas être ce que j'étais. Je montais ici, la rue, vers la bibliothèque, puis un transgenre qui m'a croisé. Puis, c'est aussi simple que ça. Ça fait comme si c'était un miroir. Les gens ont cette construction-là, c'est pas de leur faute. Tu sais, ça vient de loin. Pour eux, je suis pas normal. Je suis une bébite pas normale. J'ai pas le droit de me mettre une robe ou de dire que je suis une femme si j'en suis pas une. Physiquement. Mais moi, c'est sûr que la mort était en moi, il m'habitait, puis j'avais fait un pacte avec moi que j'allais me tuer, que j'allais mourir à petit feu en consommant, puis qu'un jour, j'allais faire l'acte, puis j'avais préparé mon scénario, tout était préparé. Fait que pour moi, j'avais pas de porte de sortie. Je savais que la fin était proche, soit parce que je consommais trop, soit souvent si tu consommes trop, ben, tu arrives à commettre l'acte. Mais moi, je savais que dans ma tête, il n'y avait pas d'issue. C'était la fin pour moi. Autant côté environnement, je me disais, je comprends pas l'humanité, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va, je me sens impuissante. Autant que moi, je me fais la guerre depuis des années, je me détruis, je vois pas la porte de sortie, je vois pas comment je vois pas la solution ou la clé à mon problème. J'ai vu des médecins, j'avais toutes sortes de problématiques, mais le bobo, je le voyais pas. Là, quand j'ai croisé ce transgenre-là, c'est comme si il m'avait touché. Il m'a pas touché, mais c'est comme s'il m'avait touché, puis qu'il avait ouvert... Il avait ouvert mon troisième œil, ou il avait ouvert quelque chose qui me disait « Va voir là. Va voir là, pour le fun. » C'est comme si c'était un rayon de lumière qui a traversé toutes les barrières puis les murs que j'avais construits puis qu'on a construits comme société. Ça les a toutes traversés. Mais ça les a pas détruits, mais ça les a traversés puis ça allait toucher la femme que je suis. C'est sûr que je pense plus du tout au suicide. Puis pourtant, tu sais, je vis des choses difficiles, plus difficiles que jamais dans ma vie. Exemple, une fille, bon, il y a des gens qui passent ici, une fille va passer, la fenêtre est ouverte, elle va crier « Crise de gay! » Crise de gay. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi la fille a dit ça, mais là, j'essaie de comprendre. Puis là, je réalise, ben, c'est de l'homophobie, c'est une construction de la société. La fille, elle a appris, c'est pas de sa faute, elle a appris qu'un gars, c'est comme ça, c'est naturel d'être comme ça, puis une fille, c'est comme ça, puis c'est naturel d'être comme ça. Moi, je suis pas naturel pour elle, donc je suis une menace pour l'équilibre naturel des choses. Moi, quand on me dit, c'est de même que ça marche, mais là, je viens fâché. Là, on m'écrit des messages dans ma porte à caractère haineux, avec des signes nazis. Je me fais croiser dans la rue. Il y a des gens qui sont agressifs, qui veulent se battre avec moi. Il y a des gens qui disent que je suis illégal, que j'ai pas le droit de ce que je suis. Je dis à ces gens-là, je dis, regardez, je comprends pas ce que vous faites parce que si votre but, c'est de me détruire, ou si votre but, c'est de faire que je sois plus là puis que je vous dérange pas, vous êtes dans le champ. Vous êtes carrément dans le champ parce que tout ce que vous faites, c'est nourrir mon feu intérieur. Vous nourrissez ce que je suis en faisant ça.
Moi, ça me dit qu'il faut que je continue mon combat. Ben, ma famille, c'est comme un peu comme la société. Il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui sont moins ouverts. Les hommes ont beaucoup de difficultés avec ça à cause de l'homophobie. Beaucoup. Au début, ça me faisait mal, mais maintenant, vu que je comprends, j'essaye de plus comprendre, ça m'aide à... Parce qu'ils sont un peu comme moi aussi. Il y a 3 ans, j'étais comme eux. Ben, ça faisait des années, ça faisait au-dessus de 12-13 ans que j'avais pas été dans ma famille du côté de ma mère. Puis je suis allé pour la première fois cette année. Ça a été vraiment spécial. Du côté de mon père, il accepte pas beaucoup ça. Avec vos lois vides de repères, je suis la femme effacée par la guerre. Je suis un cas de force majeur. Entre vos doigts d'instruits et d'experts, je suis la femme rebelle à extraire. Je suis un cas de force majeur. Qui dort là où dorment les rancœurs. Moi, l'insaisissable cas, toi, mon invisible toi, nous sommes éloignés l'une de l'autre sans jamais se quitter. Moi, l'inatteignable discorde dans l'inébranlable désordre. En elle, nous sommes soudés l'une à l'autre pour ne plus flancher. La femme en moi semble inaccessible, la femme en moi, le film est débile. La femme en moi, c'est la plus grande énigme, c'est le présent d'un futur impossible. Incrusté dans le dehors, filiforme au grand cœur d'or, nous nous sommes disputés pour un terrain d'entente incendié. La femme en moi semble inaccessible, la femme en moi, le film indélébile. La femme en moi, c'est la plus grande énigme, c'est le présent d'un futur à venir. Avec vos lois vides de repères, je suis la femme qui se donne des airs. Ben, c'est parce que moi, je viens de loin. Puis on dirait que je me promène avec un étiquette dans mon front à vie, l'itinérance. Pourtant, j'ai touché à ça 6 ans dans ma vie, mais maintenant, je suis arrivée d'une ville où je connais personne, puis tout le monde me dit « Hey, tu viens de Montréal, toi? » On dirait que j'ai l'itinérance en moi, gravée dans mon front, mais ça n'a pas rapport, c'est juste un être humain qui vient de Montréal, là. Mais on dirait que je me suis fait une propre étiquette, tout ce que le monde qui ont vu c'était quoi l'itinérance, à partir de là, peuvent voir dans mes yeux que je suis une itinérante. J'ai plusieurs personnes d'importantes dans ma vie parce que pour moi, tout ce que je touche est important. Alors, toutes les personnes qui passent, inconsciemment, je leur apporte une importance à vie. Je vais me souvenir d'eux autres, que ce soit par un petit quelque chose qu'ils m'ont donné, un petit mot qu'ils m'ont dit. Je l'amène avec moi. La vie m'a tellement laissé tomber qu'à travers tout ça, ben, avec le monde que tout le monde a laissé tomber, mais moi, je me suis comme refait un livre à moi personnel avec les hauts et les bas des autres. Même si la personne était la plus démunie, la plus sale, la plus dégueulasse,
j'ai toujours eu un petit mot de quelqu'un, de quelque part, qui m'a fait grandir. Fait qu'à cette heure, je suis capable de dire oui, il y a beaucoup de monde à qui je tiens. Mais avant, là, je ne tenais pas à personne tout, même pas à moi. T'sais. C'est de lâcher prise qui me ferait sourire à tous les matins quand je me lève. J'ai bien de la misère à lâcher prise des gens que j'aime, ça, tu sais. J'ai quand même laissé du monde pas malade, mais en besoin, tu sais. Ça, c'est dur à décrocher de ça. C'est ce que je trouve le plus dur. Ah, j'en ai vu un paquet tantôt, la petite fille, elle capotait quand elle m'a... Elle pensait pas ça, tu sais, qu'il y avait autant de monde qui me connaissait que ça, là, tu sais. Mais on dirait qu'aussi, en quelque part, le monde le sent que je consomme plus parce qu'ils n'en demandent pas. C'est drôle, ça fait 5 jours, c'est tout ça. Puis depuis 5 jours, je n'ai jamais fait achaler pour avoir de la drogue. Peut-être parce qu'il voit dans mes yeux que je consomme plus non plus, tu sais. Je sais pas si ça paraît ou... Tu sais, j'ai des enfants, mais pour moi, c'est... L'important, c'est de faire un gros cercle. Puis moi, c'est ça que j'ai pensé, que j'étais capable d'apprendre à mon fils, mais j'étais complètement dans le champ. Il est complètement différent à moi, tu sais. Fait que j'essayais d'y faire prendre conscience que... Écoute les adultes quand ils te parlent, tu sais. Mais c'est pas toujours nécessairement ça, tu sais. Des fois, c'est comme... Vis un peu de prendre l'expérience, toi aussi, tu sais. Arrête de demander aux autres toujours de comment ça marche, la vie, tu sais. Va dans la vie, puis essaye des choses. Quand on est trop accroché à nos parents, puis qu'on pense que nos parents sont parfaits, puis que ta mère tombe dans le rang un jour, qu'est-ce qui reste après? T'as plus confiance aux parents, là. Parce que ton parent, à toi, tu pensais qu'il était grand, puis qu'un moment donné, il était toujours grand, mais il a juste... s'est assis, puis il était rendu à 18 ans quand moi, je suis partie. Mais moi, j'étais partie pour 2 semaines dans la rue. Ça a duré 6 ans, mon trip de bagage. Mais moi, ce que j'aimerais dire à toute la planète entière, c'est arrêtez de regarder les autres, puis regardez-vous. En même temps que vous pointez les 3 doigts, un doigt sur quelqu'un, c'est comme, il y en a toujours 3 qui nous parlent. Hein? C'est le jugement des autres, dans le fond, qui est plate. T'sais. Puis même les jeunes nous jugent, les enfants, les petits-enfants nous envoient chier, là. Ça n'a même pas 10-11 ans, là. Tu quêtes au métro, au McDo, tu affaires, les enfants, les madames, ça te regarde comme si t'étais rien, là. Je veux dire, même, ils ont fait un reportage un moment donné, ils ont habillé un monsieur haut placé, puis ils l'ont envoyé dans la rue, qui a été pendant 12 heures. Puis jamais, il a été assez démoli. Il dit que comment font-ils, les jeunes, pour qu'ils aient été des 10 puis 15 ans de même, là? C'est vraiment pas évident, là. T'aimes mieux ta vie en appartement que ta vie en itinérance? Non. J'ai jamais été aussi heureuse que dans ma vie que mes moments dans la rue. Malgré que j'ai eu beaucoup de moments difficiles, mais je pense que mes moments les plus heureux, ça a l'air con, là, mais c'est avec du monde normal. Qui ne checkent pas ce qu'ils ont l'air en arrière ou comment ils sont peignés, comment ils sont habillés. Quand je suis arrivée dans mon appartement, là, les premiers 6 mois, là, à tous les jours, je voulais m'en revenir ici. Puis quand je suis arrivée la première année ici, il y avait toujours une petite voix qui me disait « Non, va-t'en pas tout de suite. » À un moment donné, elle a arrêté de me le dire, ma petite voix, va-t'en pas tout de suite. Ça a pris du temps en tabarouette, tu sais, va-t'en pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à foutre tout de suite, là? Je gèle l'hiver, il fait fret, je mange dans les poubelles. Je consomme n'importe quoi qui se consomme pour pas avoir fret, pour pas penser, pour pas avoir d'émotions, pour pas ci, pour pas ça. Puis, ouais, tout d'un coup, j'ai plus besoin de rien. Là, pour une fois, je peux me lever et dire que je suis bien. Quand je me lève le matin, avant, j'étais marabout, pas capable de me faire réveiller par surtout un homme. Bien, c'est ça, ici, la police nous réveille dans la rue, puis elle nous kick à coups de pied, puis à coups de bâton, là, puis... Fait qu'après ça, t'as comme pas le goût de te faire réveiller par un gars, là. On s'entend-tu que je suis quand même une fille, là? Mais non, là, pour une fois, j'étais en paix avec moi puis avec les autres. Avant, j'étais frustrée des autres. J'étais frustrée contre moi. Fait que j'envoyais chier tout le monde, puis je m'envoyais chier moi aussi, tu sais. Fait que là, j'étais en paix avec moi. Fait qu'aujourd'hui, j'étais dehors, puis tout le monde était souriant, puis moutou, tu sais. D'habitude, personne n'est souriant autour de moi parce que je le suis même pas moi-même, tu sais. Quand je souffre, puis
je suis perdue dans la vie, je m'assieds, puis on dirait que je suis portée à me laisser mourir, mais en quelque part, sans le vouloir, là, tu sais, c'est comme quand t'as plus de... Pas d'espoir, mais t'es là, puis qu'est-ce que tu veux, hein? On dirait que c'est quand que tu veux pas que la vie te lâche, que tu la lâches pas, mais un coup tu lâches prise, on dirait que c'est là que ta fleur ouvre, puis qu'elle dit, ben là, regarde, ça s'en vient beau, là, tu sais, c'est pas le temps d'abandonner, puis de... Il y a toujours un petit fond d'espoir quand tu abandonnes. Moi, tant que j'ai pas lâché prise, là, j'ai jamais été capable de m'en sortir. Ça fait 30 ans que je me bats contre moi, tu sais, fait que... Puis depuis un an, j'ai lâché prise, puis j'ai arrêté de me battre. C'est drôle, hein? Mon ange gardien, il part de loin. Moi, c'est mon chapelet. Moi, c'est un jeune de la rue qui me l'a donné il y a 6 ans, mon chapelet. J'ai jamais enlevé depuis ce temps-là. Mais parce que quand je mets de la misère à marcher ou quand je marche pas pantoute, il est là pour moi. Puis moi, mon chapelet, mais je sais pas, mais j'en ai donné en tabarouette à des jeunes de la rue, des chapelets. Ils ont fait tout et temps avec. Puis je pense que à cette heure-là, on a plus de jeunes de rue qui portent des chapelets qu'avant. Parce que c'est pas une amie qui m'a aidé quand j'étais pas capable de me lever, là. C'est quelque chose qui est plus fort qu'un ami, plus fort que ce qu'on peut espérer puis ce qu'on peut penser des fois. Donc, quand on m'a dit « touche pas à l'héros, touche pas à Dilo, touche pas à ci », ben pourquoi tout le monde en fait? Bon, moi, je peux pas y goûter, tu sais. C'est l'erreur qu'on fait toutes. On pense que c'est un bon Big Mac, mais c'est tout un mélange de paquets de mélanges. Les premières personnes qui m'ont dit de pas toucher à ça, c'est la première fois que j'ai fait. Je suis allée le toucher. Fait que, quand on dit touche pas à quelque chose, des jeunes, bien souvent, là, j'ai lâché la méthadone par moi-même. Puis j'ai pas eu de sevrage, j'ai pas rien eu. Ah, j'en souffre une shot. Ça pour ça, oui, ben j'en souffre physiquement, plus que mentalement. Mentalement, ma tête, elle en veut pas, mais mon corps, il en demande en crise. Mais je pense que avec le temps, ça va s'apaiser dans le bonheur, ce besoin physique-là. Là. Ouais, puis mon propre chum consomme encore, puis lui-même, il est encore aussi en train de se geler tout le temps, là, tu sais. Fait que... Mais là, j'ai pris une décision, je suis décidée, je le ramène pas chez nous. C'est fini, ça. Je m'en vais, là, je vais aller faire m'aller régler mes petites choses avec la société, là, puis après ça, je vais m'en retourner chez nous en paix. Ouais, parce que lui, il me donne pas la paix, là. Quand il est chez nous, c'est l'enfer. Quand il est ici, c'est encore plus l'enfer. Fait que j'espère que tantôt, quand je vais arriver, de le voir, qu'il n'y aura pas du sang partout sur lui, puis partout dans le linge, puis en tout cas. T'sais. Fait que je suis pas mal écœurée. Ça fait 3 fois que je viens le chercher ici, là, depuis que je suis partie depuis 8 mois. Puis il dit toujours, va changer, je vais m'améliorer, je vais débarquer de là-dedans, mais aussitôt que j'y laisse un pouce, il en prend 20, tu sais. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un temps d'arrêt pour femme. Je pense que ça m'est jamais arrivé dans ma vie de dire, OK, je m'en vais quelque part, puis on parle entre femmes. Même à la maison, je me maquille. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Parce que tu penses pas à ça. À un moment donné, tu t'oublies, tu sais. T'as le goût d'être belle, mais pour toi, quand t'es dans la rue, t'es belle tout le temps ou t'es pas belle, tu sais. Fait que tu te dis fuck, tu sais. Ben, le monde te regarde, tu sois belle ou pas belle, t'es dans la rue, il te regarde comme si t'étais de la merde. Fait que tu te dis pourquoi je me mettrais belle pour qu'après ils pensent que je suis une prostituée ou whatever, tu sais. Fait que j'aime bien avoir l'air d'une bombe, d'une pouquille, d'une tout croche. Comme ça, le monde m'achale pas. Parce que sinon, les hommes t'harcèlent. Ça arrête la nuit, ça te suit partout. Surtout ici, dans le centre-ville, là, les hommes qui cherchent à faire du mal aux femmes, c'est la place idéale. Hein. Combien de filles qui sont faites violer, qui sont faites battre dans les hôtels, ici, j'ai compte même plus mes doigts, tu sais. La plupart des filles n'ont pas de chum dans la rue. Ça, c'est très, très rare parce que les filles vont de la pression, tu sais. Moi, je suis décidée, je le sais que je veux pas revenir ici. Fait que je l'ai faite, là, mon aventure de l'Arche perdue. Je pense que j'ai vu de
tous les bords, tous les côtés de ce que je voulais voir. Là. Aujourd'hui, je vous ai emmené ici au métro Joliette parce que c'était vraiment la première place que je suis venue, dans le fond, quand j'ai compris qu'il fallait que je quête pour pouvoir manger. Bien, au début, c'était pour manger, évidemment. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce que dans ma famille, ça allait pas bien. Il n'y avait pas à manger suffisamment, puis on vivait la violence. Fait qu'à un moment donné, il a fallu, par survie, dans le fond, que je subvienne à mes propres besoins, à ma manière. Et donc, je n'avais pas encore fugué, mais je venais ici des fois pour demander du change aux passants. Donc, je m'assoyais ici, puis les gens passaient, j'avais la main tendue. C'était assez spécial, particulier, parce que les gens, je voyais juste le bas de leur corps. J'étais en dessous de la société, en dessous de tout le monde. Puis les gens étaient en haut de moi. Je me sentais vraiment comme une sous-merde. Puis on m'a pitché des affaires même des fois. On m'a craché dessus. Pour vrai, là. On m'a vraiment craché dessus. On m'a crié des bêtises, là, du genre déchets de la société, sous-merde. Tu sais, va travailler, lève-toi le cul, fais de quoi de ta vie, là, c'est de loser. Tu sais, c'était, excusez mon langage, mais c'était ça. Les gens qui me criaient des bêtises, ça pouvait être de tous les genres de gens. Il y avait même des enfants là, qui ramassaient des déchets, qui me lançaient des déchets. Ils se trouvaient très drôles, là, et embarquaient dans l'autobus. Mais tu sais, c'est le regard de la société. Hein? Donc, c'est sûr que le message à comprendre, c'est que je croyais assez en moi, malgré tout, ce que je vivais, pour venir ici pour demander de l'argent, parce que j'avais aucune autre ressource pour pouvoir manger. Mais au fil du temps, à force de se faire dire des bêtises comme ça, et ce que je vivais à la maison aussi, parce que l'intimidation, c'était et à l'école et à la maison. Je me prenais de quoi à boire chez ma grand-mère. J'avais un verre vide dans les mains, puis je m'en allais me prendre du jus. Puis mon oncle a passé, puis il m'a pitché du change. « Tiens, c'est ça que tu vas faire toute ta vie, toi? » Ouais, ça marque. Ça fait des traces, je te dirais, ouais. Au fil du temps, c'est ce que j'ai fini par croire. Hey, mais je suis vraiment une merde. J'accomplirai jamais rien dans la vie. J'ai pas d'avenir. J'ai rien. Fait que c'était un combat dans ma tête. Dans ce moment-là, quand je commençais à quêter pour manger, j'étais en grand danger à la maison. Danger de mort. J'ai craint pour ma vie, là, juste là. Tu sais, derrière cette fenêtre-là. Je me revois, la scène qui m'a marqué le plus, j'étais en boule en dessous de mon lit, puis mon père était avec le couteau, puis il me criait qu'il allait me tuer, là. Je veux dire, tu sais, c'est ici que ça a été assez intense pour que je dise, OK, moi, pour ma vie, pour survivre, il faut que je quitte les lieux, là. Je veux dire, la personne qui est supposée de me donner de la sécurité puis de l'amour veut me tuer. Wow! En tout cas, c'est ça. Mais, c'est ça. OK. C'est beau. Mon père était un grand séducteur. C'est dur de croire une jeune dans la rue qui a l'air d'une rebelle, qui a des tatous déjà, des piercings partout dans la face, puis qui parle mal. Je m'exprimais très mal. J'étais fâchée, j'étais en colère de la vie. La vie m'avait donné ça, là. J'avais une colère qui m'habitait. Puis je voulais qu'ils comprennent, là. Mais vous comprenez pas! Fait que j'étais super agressive et mon père était tout calme puis il expliquait, mais non, mais c'est elle qui fait des crises. Tu sais, la violence qu'il y a à la maison, c'est elle qui la provoque. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et je comprends que c'était beaucoup plus facile pour eux de croire l'autre partie plutôt que croire moi. Et dans la famille, on niait totalement ce qui se passait. Les voisins niaient totalement ce qui se passait. J'avais pas la sécurité, j'avais pas les besoins. Mes besoins de base n'étaient pas répondus non plus. Puis, à ce moment-là, j'allais à l'école, mais j'étais décrochée déjà, là, je veux dire, parce que mes besoins, j'étais en survie, là. Survie physique, survie psychologique, les deux sont aussi graves selon moi maintenant. Donc, je suis allée voir quelqu'un à l'école pour demander à être placée parce que j'avais encore de l'espoir et je voulais finir mes études.
Pour moi, c'était pas un choix, le décrochage scolaire. Si j'avais à faire ce choix-là, c'est parce que j'avais pas le choix. J'ai connu plusieurs familles d'accueil, j'ai connu plusieurs placements. Très tôt dans mon enfance, j'ai été placée, puis ça l'a beaucoup aidé là, dans ma famille. Malheureusement, je parlerai pas du système aujourd'hui, mais on a été un peu laissés à nous-mêmes par la suite. On a pris pour acquis que les parents étaient réhabilités et malheureusement, c'était pas le cas. Donc, c'est ça, à 14 ans, on m'a replacée dans une famille et ça n'a pas fonctionné. Non, pour moi, ça a été même le coup de barre là, qui a fait « OK, je demande de l'aide, je la reçois pas, j'ai pas d'autre solution, je quitte, je prends mon sac à dos et je quitte parce que je veux survivre. » C'est dur de faire confiance parce qu'on est tous en mode survie. J'avais trop peur de dormir tout seul. C'est arrivé là, des nuits là, à cogner des clous assis sur un banc de parc parce que j'avais la trouille, là, vraiment. Je veux dire, t'as faim, t'as soif, t'es fatigué, t'as peur. C'est un autre monde. C'est un monde parallèle, là. Mais c'était des peurs au quotidien, des peurs qui rongent, des peurs qui empêchent de dormir, des peurs qui font mal dans le ventre. C'est un stress quotidien, évidemment, parce que non seulement t'es en survie, t'as une immense colère qui t'habite, parce que j'ai pas choisi dans la rue, là. Moi, je voulais continuer l'école. J'aurais juste voulu qu'une famille m'accueille puis me donne mes besoins de base puis me permette de poursuivre l'école, tu sais, de faire de quoi. Donc, ma crainte, c'était évidemment d'être abusée parce que c'est constamment, quand on est une femme dans la rue, c'est le défi du jour, le défi quotidien de ne pas se faire abuser. Il y a beaucoup de recrutement. Ça commence vraiment doucement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont essayées pour me recruter. Puis ils ont l'air tellement fins, ils ont l'air sains d'esprit. Il y en a un, entre autres, en particulier, je nommerai pas de nom, mais il y en a un qui m'a invité à manger. Puis on a été... Puis tu sais, lui, là, il aidait les jeunes. C'était un travailleur de rue. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Puis moi, j'en voulais de l'aide. Je savais juste pas où aller la chercher. Puis ma confiance était brisée. Fait que ceux qui venaient me chercher dans mon milieu, mais ça me touchait particulièrement. Puis encore plus ceux qui prenaient le temps de s'asseoir avec moi puis de manger avec moi, plutôt que me pitcher du change ou me traiter des noms, tu sais, me donner des noms. Puis on était assis ensemble, puis on parlait, puis il disait « Ben tu sais, Catherine, je pourrais t'aider, moi. Tu sais, je pourrais te prendre sous mon aile, puis tu sais, j'aurais une place à t'offrir. Puis j'en ai d'autres filles comme toi, là, qui sont dans la rue, tu sais, puis je leur ai donné un toit, puis de l'aide, puis une sécurité. » C'était un travailleur de rue dans le sens qu'il faisait travailler les filles. Ah oui, un beau sauveur. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a besoin d'argent. J'ai été chanceuse parce que, honnêtement, là, j'étais prête à crever plutôt que faire ça. Mais je comprends qu'on en vienne là aussi. Puis surtout quand on est bien enfoncé dans la toxicomanie, je veux dire, c'est dur de trouver les sous. J'ai des périodes où j'ai eu des toits où aller parce que j'avais des amis. J'ai eu des colocs, toutes sortes de... J'ai été chanceuse. J'ai pas connu... Je fais pas partie de ceux qui ont connu les hivers rudes là, à dormir tout le temps à moins 40 dehors. Moi, j'ai pas connu ça. J'allais dans des refuges, j'allais dans des endroits. J'ai été chanceuse dans ma malchance. Bien, c'est des périodes. Je peux pas dire... on me pose la question, c'est pas la première fois qu'on me le demande combien de temps, mais tu sais, de 14 ans à 17 ans, ça a été des up and down, tu sais, des rechutes de drogue ou tu sais, des moments où que j'ai même raccroché 2 fois à l'école. Dans ces périodes-là, j'ai essayé de la colocation. Moi, un jour dans ma vie, j'ai eu un déclic quand j'étais vraiment rendue au fond du baril. Au moment où je dois admettre que j'attendais la dose qui me ferait dormir pour le restant de mes jours. Donc, quand je me réveillais, j'avais un sentiment de déception. À 17 ans, dans le fond, j'ai eu des signaux physiques qui m'ont alarmée, si on veut. J'étais allée au CLSC, puis on m'a appris que j'étais enceinte. Moi, je voulais pas d'enfant. Ça faisait même pas partie. En fait, j'avais aucun projet d'avenir parce que j'y croyais plus du tout à l'avenir. Si j'étais enceinte, bien, c'était l'avortement, c'était certain. Là, je me posais même pas la question, j'évaluais même pas la situation. J'allais me faire avorter parce que je voulais pas, j'en voulais pas d'enfant. Mais quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, ce qui m'a surprise, c'est pas le test positif, c'est pas le « Madame, vous êtes enceinte », c'est qu'est-ce que j'ai ressenti ici. Ça a été une révélation pour moi. J'ai su à ce moment-là que j'étais une mère. Pas que j'allais
que j'étais à ce moment-là une mère, que j'allais m'en sortir, que là, je me retroussais les manches jusqu'ici aux épaules, là, puis que je fonçais. Puis que watch out, là, attachez votre truc parce que je suis là, puis je vais y aller jusqu'au bout, puis je vais devenir les autres. Ça a été ma motivation ultime. Quand je suis sortie du CLSC avec mon test positif en main de grossesse, j'ai jeté mon paquet de cigarettes au canal, vraiment, là, le jour même. Juste en sortant, j'ai arrêté les consommations du jour au lendemain. Je dirais pas que ça a été facile, là. J'avais plus du tout confiance aux ressources d'aide. J'avais pas confiance. Donc, je pense que cette partie-là, j'avais besoin de la faire moi-même. Mais je dirais pas que ça a été facile parce qu'à 17 ans, j'étais, très intoxiquée. J'étais dépendante à plusieurs drogues et même l'alcool. Moi, j'ai le foie fini, là. J'ai 28 ans aujourd'hui, puis j'ai le foie fini, là. Parce que je me suis maganée. C'était pas évident, là, parce que j'avais des symptômes physiques, puis physiquement, j'étais pas prête à porter une grossesse. J'étais maigre. Je veux dire, c'est ça. Donc, j'ai dû apprendre à me nourrir aussi. Ça a été très vite, je te dirais, ma sortie de la rue. Je suis allée cogner à des portes. Je dis là, je sais que c'est dur à croire, mais je m'en sors. Là, je porte la vie en moi et vous ne créerez pas à ça. Aidez-moi parce que j'ai besoin d'aide puis je veux m'en sortir. Moi, j'ai accouché à l'hôpital, puis dans le fond, comme je disais, il me restait 7 mois. Quand j'ai su que je suis enceinte, je suis enceinte de 2 mois. Puis en 7 mois, j'avais réussi à m'équiper, à trouver mon logement, à m'équiper au complet, puis à m'équiper d'un trousseau de bébé parce que c'était le défi, là aussi. Donc oui, j'étais très pauvre, je partais de zéro, mais j'ai quand même réussi. Ça a été extrêmement difficile. C'est ça, après, dans le fond, le papa est revenu dans ma vie. Fait qu'on a eu un deuxième enfant, puis là, j'ai 2 enfants aujourd'hui. À 19 ans, j'étais monoparentale de 2 enfants. Je ne pouvais pas travailler, donc j'étais sur l'aide sociale. J'avais un bébé en avant, un bébé en arrière, dans les porte-bébés, sacoche, sac à langer. Je partais, là, puis je faisais plein d'activités avec mes enfants. J'allais faire l'épicerie comme ça. J'ai préparé mon retour aux études pendant 2 ans. Ça a été un parcours assez intense, je dirais. Ça n'a pas été facile à tous les jours. C'est un parcours de raccrochage, d'écro-raccrochage. Mais bon, on peut dire ça, on peut dire que j'ai interrompu à certains moments pour pouvoir placer des choses dans ma vie. Parce que, quand on se ramasse monoparental avec 2 enfants, il faut placer des choses quand on embarque dans un processus pour avoir un premier diplôme. Et donc, c'est ça, en septembre 2009, j'ai raccroché une bonne fois pour toutes dans un centre d'éducation aux adultes. J'ai terminé mon secondaire, puis là, aujourd'hui, c'est à l'université. J'étudie en action communautaire. Mon but, c'est de redonner un peu de ce que j'ai eu, puis d'utiliser, dans le fond, qu'est-ce que j'ai vécu, mes expériences, pour dire, moi, je suis pas une victime là-dedans. Je veux pas être une victime toute ma vie. Ça fait des forces. C'est mes forces. C'est mon passé, c'est mon parcours. Oui, c'est pas facile, mais il faut relativiser. Il y a pire que ça dans la vie, là. Je m'en suis sortie. J'ai quand même été chanceuse dans tout ça. Je sais qu'il y en a que c'est beaucoup... c'est l'enfer, là. C'est un enfer réel. Puis je suis sensible à ça, puis je veux aider les autres. Je fais partie de plusieurs instances au Québec qui donnent parole aux étudiants adultes ou qui défendent et promouvoient les droits des étudiants adultes parce que c'est une réalité particulière, disons-le. On part de loin souvent quand on retourne aux études. Puis je trouve que c'est important de faire sa part. C'est ça que je fais, dans le fond. Puis dans mes implications aussi, je fais des tournées dans les écoles, dans les milieux communautaires, dans toutes sortes d'assemblées pour aller parler de mon histoire, pour témoigner de mon histoire. Je donne des conférences aussi pour encourager les gens à croire en chaque individu parce que, selon moi, chaque personne a en soi une étincelle. Il suffit des fois de juste un petit peu d'espoir pour que cette étincelle-là puisse briller, puisse émerger. Puis je veux sensibiliser les gens de la population, tous les individus, de toutes les sphères possibles qui ont un rôle à jouer. Que si chacun fait sa part, on peut réussir à faire de quoi, tu sais. Il va arriver quelque chose. C'est possible. Je me suis assumée, puis j'ai dit... Dans le fond, je me suis dit quelque chose en moi-même. C'est vraiment ça que j'ai fait. OK, j'ai pas choisi mon passé, là, mais je vais choisir mon avenir. Croyez en vous. Croyez en vous. Il y a toujours de l'espoir. Soyons fiers de ce qu'on accomplit.
on décroche peut-être pas la lune, mais chaque pas compte, chaque pas est important. Puis, je répète, il faut être fier de soi parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui va l'être pour nous. Il faut se donner la permission d'être fier de soi. Somewhere over the rainbow skies are blue. Somewhere over the rainbow, dreams really do come true. Na 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 na. Somewhere na 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 na. Somewhere, somehow, somewhere over the rainbow skies are pink. C'est tout. C'est bon? C'est bon, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. À partir de cette expérience, ma vision du monde a changé. He